Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello, c'est Johanna, je te souhaite la bienvenue dans Nous, les investisseuses, le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello les investisseuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous présenter l'invité du jour qui est Alix, alias Xali Crypto. C'est une personne qui va venir vous parler de Web3. Voilà, le fameux Web3 qu'on entend parler partout. On va parler de crypto, de blockchain, de NFT, de plein de choses. Alors, je vous préviens, c'est un épisode qui va être un peu plus technique. Allez, là maintenant, ça fait presque 1 an qu'on est dans le podcast, donc on upgrade au niveau des connaissances. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, on va expliquer ce dont on parle. Et puis si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous mettrai des ressources de toute façon pour que vous puissiez continuer à développer votre éducation financière dans le milieu du Web3. Et sinon, je suis trop contente de vous annoncer que je lance mon premier NFT, le premier NFT de nous, les investisseuses. Alors pour cet épisode, je l'ai transformé en NFT. Vous allez voir au moins à quoi ça ressemble. Et je vous propose, à l'une ou l'un d'entre vous, d'acquérir le premier NFT du podcast, donc le NFT de l'épisode avec Alix. Je vous mettrai les contributions auxquelles vous avez droit si vous achetez ce NFT. Sachez que c'est hyper simple à faire. Vous avez juste à vous connecter, à créer un compte et franchement, il y a rien de plus simple puisque j'utilise une plateforme no-code qui permet de faire ça très facilement. Donc, vous n'avez pas besoin d'être tech, d'être développeur ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir acquérir le NFT. Et si un jour, le podcast venait à disparaître de toutes les plateformes d'écoute ou je ne sais quoi, vous êtes le gardien ou la gardienne de ce NFT de l'épisode. Voilà. Il ne disparaîtra jamais grâce à ce NFT qui certifie l'authenticité de l'épisode. Ce sera le seul. J'en ferai qu'un seul. Donc, dépêchez-vous. Première arrivée, premier servi. Première arrivée, première servie. Donc voilà, je suis trop contente de lancer ce nouveau projet-là. J'espère que vous serez emballés par l'idée et comme ça, peut-être que j'en referai d'autres avec d'autres contributions. Voilà. Bon, je vous laisse écouter mon échange avec Alix. C'était passionnant. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir le milieu du Web3 et comment vous pouvez y travailler, même si vous n'avez pas de profil tech. Bienvenue Alix dans Nous les investisseuses. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, merci pour l'invite. Alors, Alix, je vais te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent. Alors, toi, tu es diplômée en finance à Sciences Po et en management business international à l'ESCP, mais en sortant de tes études, au lieu de prendre la voie classique du salariat dans un grand groupe, toi, tu as lancé ta start-up avec une cofondatrice, la start-up qui s'appelle La Moisson. C'est un projet qui permet aux femmes salariées de négocier et renégocier leur salaire via une formation ou un coaching. Mais 1 an et demi plus tard, tu as décidé de quitter le projet pour voler de tes propres ailes vers la contrée très peu connue du Web3 et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que cette présentation te convient ou tu veux compléter? Non, très très bien résumé. Super. Du coup, on va parler de Web3, de crypto, mais parce que voilà, le Web3, ça fait partie des cryptos, mais bon là, la plupart des personnes ne connaissent pas bien cet environnement-là. On pense que crypto, c'est que de la monnaie, alors que c'est plein de choses encore plus vastes. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à investir, à t'intéresser déjà, puis à investir dans les cryptos pour la première fois. Alors, pour la petite histoire, je connaissais un peu les cryptos, de nom dans les médias parce qu'il y a eu un bull run en 2017. Donc, un bull run, c'est quand toutes les crypto-monnaies commencent à monter de manière significative en termes de valorisation de leur prix. Et donc, j'avais entendu le nom dans les médias, j'avais un peu regardé, je savais vaguement ce que c'était le Bitcoin, mais sans plus. Et je rentre en finance à Sciences Po, première année de master, premier cours de macroéconomie. Je rentre dans l'amphi et là, le prof arrive en disant, vraiment première introduction, j'aimerais vous mettre en garde contre les crypto-monnaies qui ne sont pas des monnaies, mais des manières d'acheter de la drogue, des armes et des choses illégales sur le net. Ah donc ouais, là... mais lui, il avait des idées reçues, il est venu, il vous a cassé le délire direct.
Ah mais vraiment et d'ailleurs ça m'a vraiment même étonnée, tu sais, qu'on commence un cours de cette manière, mais je me suis dit: «OK, bah, ça a l'air intéressant. Si on en parle de manière aussi étrange, c'est qu'il y a quelque chose à creuser» et heureusement quand même pour moi, donc je commençais à développer un petit intérêt et heureusement, merci Sciences Po, il y avait quand même pas mal de profs en finance qui s'intéressaient beaucoup au sujet et je faisais en sorte d'à chaque fois, bah, quand j'étais en cours, de piocher, des sujets d'exposé ou, de dissertation autour, des cryptomonnaies pour pouvoir, m'intéresser et me former et un peu comprendre le milieu. Bah, c'est une Donc très j'ai bonne commencé chose que tu voilà as fait, vraiment, hein. ouais, Et je bah, trouve heureusement que d'ailleurs. bah ouais, mais je trouve que tes profs, ceux qui quand même en parlaient, je trouve que c'est la bonne attitude à faire parce que c'est pas juste en disant faut pas y aller que les gens vont pas y aller. Il faut expliquer pourquoi. Et derrière, je trouve que le fait d'aborder le sujet, eh ben c'est déjà faire de la sensibilisation. Alors que juste dire non, n'y allez pas, ben pourquoi en fait on peut réfléchir par nous-mêmes. Donc allons-y, on va essayer de comprendre ce que c'est et sensibiliser sur les risques, les enjeux et aussi les possibilités qu'il y a derrière. Exactement. Après, c'est vrai que, enfin, ça fait peur. Enfin, je veux dire, on parle de crypto-monnaie, on comprend pas, ça c'est associé au darknet, on dit que ça veut renverser les banques. On en parle de plus en plus et souvent quand avant une masse, adoption en tout cas de la part d'une population d'une nouvelle technologie, on a quand même ce qu'on rencontre un peu la peur de l'inconnu, du changement. C'est comme avec l'intelligence artificielle donc bon, je le comprends, mais c'est vrai qu'en tout cas merci à mes profs qui m'ont permis d'explorer le sujet en cours, et creuser un peu tout ça. Donc toi, tu as ton prof qui dit faut pas du tout y aller et toi, tu vas à fond et du coup, bah, tu décides de t'informer, de te former sur le sujet. Donc ça, c'était cool. Exactement, je décide de me former sur le sujet et d'investir dans mes premières crypto-monnaies. Honnêtement, quand je te dis investir, c'est un bien grand mot. C'était acheter, 2-3, je pense que j'ai acheté 50 € de bitcoin et cetera, juste pour voir un peu ce que ça faisait d'avoir des cryptos, mais ça représentait rien du tout. Aujourd'hui, j'ai 90 de mon patrimoine en crypto-monnaie, donc il y a rien à voir. Ah oui, quand même. Mais oui, à l'époque, ouais, 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 j'ai tout basculé. Ah Mais ouais, ouais, mais toi, c'est quelque chose que j'ai toi, commencé. tu travailles dans le milieu et en plus, t'es bien investi là-dedans. Ok. Donc t'es à fond, à fond. Ah oui, oui, oui et par contre, quand je dis que j'ai investi, enfin que j'ai mon patrimoine en crypto-monnaie, c'est parce qu'en crypto-monnaie, tu as donc les crypto-monnaies qui sont dites volatiles, celles qu'on connaît le plus souvent, le bitcoin et cetera, qui peuvent, donc dont on peut voir le prix influer, de jour en jour. Mais tu as aussi un autre type de crypto-monnaie qui s'appelle les stablecoins, qui elles sont adossées au dollar, à l'euro et cetera et qui permettent d'avoir, une réserve de valeur adossé à une monnaie fiat. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 100 euros, dans 3 jours, normalement, j'ai 100 euros. Oui, en fait, d'ailleurs, je vais rebondir sur un post que tu as fait, j'avais pas bien compris sur LinkedIn, sur le BUSD parce que je le connaissais pas, c'est le stablecoin de Binance. Non, est-ce que c'est un stablecoin ou c'est un altcoin? C'est un stablecoin le coin de Binance? Alors, le BUSD, c'est le stablecoin de Binance qu'il a fait en partenariat avec Paxos. Mais juste pour la petite définition, un altcoin, en fait, c'est toutes les autres crypto-monnaies qui viennent après le Bitcoin, donc vraiment de tout. Et voilà, le BUSD, effectivement, c'est un stablecoin de Binance et j'ai fait un post, je sais pas si je veux que je l'aborde rapidement. Bah, en fait, pour l'histoire, enfin, je pourrais expliquer aux personnes qui nous écoutent, un stablecoin, c'est, comme tu l'as dit, une crypto, bon, qui est adossée à une monnaie fiat, donc l'euro, le dollar, ça peut être une autre monnaie. Et donc, du coup, c'est pour ça Ouais, qu'on dit qu'il est plutôt stable, en fait. C'est pas un truc qui va du jour au lendemain, c'est pas censé plonger du jour au c'est lendemain. pas censé. Voilà, c'est plus stable. Voilà, c'est le terme. Mais C'est pas du censé, coup, voilà. ben, le problème, c'est que dernièrement, il y a eu pas mal de scandales sur d'autres thématiques, mais il y a aussi ben, les autorités qui s'en mêlent. Et pour moi, ce que j'ai compris, c'est que les Exactement. autorités s'en étaient mêlées et voulaient mettre des amendes et tout. Enfin, ils mettent pas mal d'amendes. Et bah, du coup, ça fait chuter, en fait. Ça peut faire chuter parce que derrière, bah, je sais pas, t'as un État qui dit, bah, comme t'as la Chine un jour qui a dit, j'interdis le minage des cryptos, et du coup, qui a pris Ouais. tous les ordinateurs et qui les a brûlés. Voilà, en fait, ouais, le milieu des crypto-monnaies, c'est que tu es jamais vraiment tranquille. En fait, ce qui s'est passé avec le BUSD en particulier, c'est que donc la SEC des États-Unis a déclaré que le BUSD était potentiellement, en tout cas, a déclaré à l'entreprise Paxos qui émettait et qui backait le BUSD, donc qui assurait aux détenteurs qu'en fait un BUSD était égal à 1 dollar,
que le Paxos devait arrêter totalement l'émission et également qu'il allait avoir une amende et des contrôles pour voir si vraiment tout était en place. Donc forcément, ça fait un mouvement financier où il y a eu plus de quelques milliards, je sais plus, 2-3 milliards de dollars en BUSD qui ont été retirés en quelques jours. Et donc là, tu as toujours peur, en fait, tu as toujours cette peur intrinsèque qui te dit, mais est-ce que vraiment mon BUSD équivaut à $1? Tu sais, c'est comme quand les banques te prêtent, tu as de l'argent sur ton compte, mais en fait, elles utilisent l'argent sur ton compte pour faire d'autres montages financiers derrière avec. Et donc, tu ne sais jamais vraiment en soi si demain tu vas pouvoir retirer tout ton argent. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Tu peux pas, demain, si tu as 20 000 euros sur ton compte en banque et que tu demandes à ta banquière de retirer 20 000 euros, elle va te dire non. Ou alors va faire une autorisation, etc. Alors que c'est ton argent, mais parce que eux derrière font des montages financiers. Donc voilà, c'est toujours un peu le risque dès que c'est Ouais, centralisé. effectivement, même aujourd'hui avec de l'euro ou du dollar, on peut pas faire ce qu'on veut de notre argent. Après, bien sûr, on a une garantie sur notre argent, c'est au cas où la banque coule, mais on peut pas aller même au distributeur et retirer plus d'une certaine somme. Après, ce que tu as dit tout à l'heure, la SEC, je précise, c'est l'autorité des marchés financiers, mais aux États-Unis, donc c'est pas rien. Ouais. C'est nous, on a l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, qui régule tous les mouvements, qui vérifie, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de pratiques frauduleuses. Et la SEC, voilà, la même chose, c'est l'homologue aux États-Unis. Et du coup, eux, quand ils donnent une décision, ça peut faire mal, comme dans le cas du BUSD. Exactement. Bon, finalement, le BUSD pour l'instant se porte très bien. Donc c'était plus du FUD. Donc le FUD, c'est ce qu'on appelle quand tout le monde commence à critiquer une crypto-monnaie, etc. Qu'autre chose pour le moment. En tout cas, je me suis réveillée, j'ai vu l'annonce, parce que tu es toujours connecté à Twitter. Je me suis dit, oulala, j'ai peur pour mes économies. Et j'ai basculé une partie de mes BUSD. Je les ai transformés dans un autre stablecoin. D'accord, donc tu as sécurisé ton portefeuille pour éviter ces aléas. C'est vrai que avec les cryptos, faut être un peu plus, faut regarder les infos, enfin les bonnes infos, alors qu'en bourse, moi je dis tout l'inverse, éteignez la télé et regardez pas BFM. Ouais, après en soi, regarde, quand tu regardes Tesla, quand tu regardes l'action de Meta, de Facebook, je fais un peu de bourse aussi. En soi, tu peux voir des grosses chutes aussi soudaines. Netflix aussi, qui a eu une énorme ligne droite. Mais oui, et même d'ailleurs, même des dollars, quand tu regardes tu dézoomes un peu ta charte avec tout ce qui est pesos argentins, etc. Avec la dévaluation de la monnaie, ça peut être aussi assez violent. Mais bon, c'est vrai que sur les cryptos, de manière, ça n'a pas d'équivalent. Du jour au lendemain. Oui, ça n'a pas d'équivalent. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en bourse, moi, tu vois, je vais faire de l'ETF, je vais investir dans des fonds passifs et sur du long terme. Donc, en réalité, j'ai pas à regarder sur du court terme puisque j'investis sur du long terme. Après, sur les cryptos, c'est différent parce que il y a toutes sortes de cryptos. Et il y a des crypto-monnaies, mais tu as aussi des crypto-projets et c'est pas la même chose. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, il faut vraiment bien comprendre l'environnement. Et en fait, investir dans des cryptos, c'est un investissement beaucoup plus actif, en fait, où il faut quand même s'intéresser, il faut pas faire n'importe quoi. Et ça peut très bien se passer, mais faut quand même surveiller un peu, voir ce qui se passe, écouter. Moi, suite à toutes les problématiques qu'il y avait eu, juste sur la partie sécurité, moi, j'avais laissé mes cryptos. Bon, moi, j'ai juste investi dans Bitcoin et Ethereum parce que c'est des projets auxquels je crois et que je comprends déjà, donc la base. Ouais, et pour le coup, là, t'as pas besoin de regarder trop tous les jours, normalement. Voilà, je regarde même pas en fait. Et même là, je suis à moins, je sais pas combien, mais je m'en fous. Je me suis dit, de toute façon, ce sera pour les dégâts, mes filles. Et du coup, ce que j'avais pas fait, c'est que j'avais laissé dans mon exchange. Donc, c'est un exchange français, c'est Conhouse, pour leur faire de la pub. Et en fait, j'avais laissé comme ça, je laissais traîner. Et puis, je me suis dit, ah non, faut sécuriser parce que demain, moi, j'ai acheté, ça m'appartient, sauf que c'est un prestataire externe qui garde l'accès à mes cryptos. Et donc, du coup, j'ai acheté une Ledger. Là, on fait la pub aux Français, un wallet physique. Et du coup, j'ai tout transféré dedans. Comme ça, j'ai dit, bon, c'est bon, j'en parle plus, c'est réglé. Et puis, si on entend des trucs, si quelqu'un se fait hacker, ce sera pas moi. Ouais, c'est ça. En fait, oui, donc les codes wallet, ce que tu as, ça protège, entre guillemets, en cas de faillite d'un exchange. Donc, un exchange qui peut être un peu, comparé à une banque dans le milieu réel, si je veux dire. Et après, tu as la valeur de ta monnaie, dans tous les cas, qu'elle soit protégée ou pas. S'il y a un problème sur les cryptos, il y a un problème. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça protège des hacks, ce qui est très, très bien.
Exactement. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse grave en ce moment et du coup, je suis trop contente de pouvoir le faire découvrir aux personnes qui nous écoutent. Alors toi, tu t'es très vite orienté vers un domaine niche de l'univers crypto parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'univers crypto, c'est beaucoup de choses en fait. Hein. C'est pas que la Ouais. partie altcoin ou crypto-monnaie. C'est des projets, c'est plein de choses. Mais toi, tu t'es orienté vers le Web 3 et je voulais savoir pourquoi. Ben, pourquoi tu avais choisi de te nicher là-dedans? Alors, du coup, juste pour resituer, enfin, le Web3, on peut dire que tu sais, ça constitue un peu tout. Du coup, tu as des cryptos, mais dans le Web3, tu as l'univers de la blockchain. Et dans le Web3, on va dire qu'il y a plusieurs pans différents. Et moi, il y a un pan du Web3 que j'explore, de la blockchain en tout cas, c'est le gaming. Donc, je suis vraiment, vraiment, enfin, en tout cas, voilà, c'est là où je me suis spécialisée dans tout ce qui est gaming, voilà, la blockchain. Donc, t'es encore plus niché. Et d'ailleurs, ben, on va expliquer, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi le Web 3. Est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement ben, comment t'expliquerais le Web 3 à ta grand-mère? Alors, mamie. Alors, non, en soi, le Web3, bon, le Web3, c'est un terme qui est très générique. Il y a beaucoup de débats d'ailleurs autour. En vrai, il faut arrêter autant de débats. Communément, on appelle le Web3 toutes les technologies liées à la blockchain et donc à la décentralisation. Donc, en fait, tu t'inclus plein de choses dedans, que ce soit les NFT, la tech, enfin, tout ce qui tourne autour de la blockchain. Et après, euh, une fois que tu rentres donc tu as les cryptos, tu as la blockchain. Donc la blockchain, c'est les réseaux, le réseau et la technologie que tu vas utiliser. Et à côté de ça, tu as les crypto-monnaies. Et donc les crypto-monnaies sont soit souvent rattachées à une blockchain, c'est-à-dire que par exemple, tu as la blockchain Bitcoin ou la blockchain d'ailleurs Ethereum qui va te permettre un cas d'usage, donc par exemple créer des smart contracts. Et la blockchain Ethereum a aussi décidé d'avoir une crypto-monnaie associée pour pouvoir trader ou pouvoir même échanger sur ce réseau, donc l'Ethereum. Voilà, c'est un peu une niche. Tu as le Web3, tu as la blockchain et tu as les cryptos qui gravitent autour. Ouais. Tu peux Et avoir une d'ailleurs, blockchain qui n'a pas de crypto-monnaie d'ailleurs, comme la blockchain Arbitrum à l'heure actuelle, mais d'accord. souvent tu as un token associé ou une crypto, voilà, comme Donc l'Ethereum et une blockchain qui l'ETH. a pas de crypto, mais qui fait juste qu'héberger des projets, c'est ça? Voilà, qui a une utilité, que ça soit pour la rapidité des transactions ou je ne sais quoi. Après, bon, par exemple, pour prendre l'exemple d'Arbitrum, peut-être qu'au moment où tu posteras ce podcast, ils auront décidé d'avoir une crypto-monnaie, parce qu'en soi, c'est quand même un levier de spéculation et un levier financier. Mais vraiment ne pas confondre la technologie blockchain et les crypto-monnaies, qui sont vraiment deux choses qui sont liées dans le même univers, mais qui ont un usage différent. Et l'un peut exister sans l'autre. On peut avoir une crypto où il y a pas qui est hébergée entre guillemets sur une blockchain, mais qui n'a pas de lien avec une blockchain, comme on peut avoir une blockchain qui n'a pas de crypto. Exactement. D'ailleurs, souvent, quand le projet crée une crypto, c'est pour le financer, pour encourager derrière le développement. Par exemple, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y avait un projet pour mieux rémunérer les artistes, pour concurrencer Spotify. Pianati? Non. Non, c'est pas ce nom-là. Je l'avais mis dans une newsletter. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai dans les notes. Et du coup, le projet, il avait même changé de blockchain. Je crois qu'il était sur Solana et après il avait changé, je sais plus. Ouais. Mais je trouvais que c'était un beau projet parce que ça montrait en fait que les cryptos c'était pas qu'une histoire d'argent et de spéculation, mais enfin ça a été pris comme ça, mais c'est pas ça à la base. Voilà, ça permettait de décentraliser. Le streaming de musique et de rémunérer directement avec moins d'intermédiaires les artistes. Et en fait, c'est ça le Web 3. Le Web 3, c'est le web décentralisé. Contrairement au web centralisé, donc là, on est plutôt aujourd'hui dans du Web 2. Donc, on a les réseaux sociaux, les internets actuels. Mais là, aujourd'hui, moi, je communique beaucoup sur LinkedIn. Demain, si LinkedIn il suspend mon compte ou il me bloque pour je ne sais quelle raison, ça arrivait à un mec là, Guillaume Houbèche. Il était wanted par LinkedIn. Bah, tu peux rien y faire en fait. Tout ce que tu as construit, ben ça s'envole. Alors qu'en fait, avec le Web 3, c'est un système qui est à part et il n'y a pas une personne ou une autorité qui va venir et qui va dire je supprime ton compte ou je ne sais quoi. Parce que tout est tracé et tout est enregistré dans la blockchain correspondante. Dans l'idée, ouais. Voilà, c'est dans l'idéal, oui, c'est ça. Ok.
Alors, Je dis dans l'idéal parce que tu vois, par oui. exemple, on a Binance et c'est finalement ça, on s'approche de la centralisation. Mais oui, effectivement, dans l'idée, c'est vraiment la décentralisation totale et l'intermédiation et la suppression de l'intermédiation par des acteurs dans lesquels tu peux potentiellement ne pas avoir confiance. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est du manque de confiance d'ailleurs que la première crypto-monnaie, le Bitcoin, est né en fait du manque de confiance des banques. Exactement. Voilà. Du Exactement. coup, au niveau du Web3, c'est un univers qui est très masculin, très geek. En plus, toi, tu me dis que tu t'es niché dans le gaming et je sais qu'il Ouais, y a des femmes vraiment. qui jouent, hein. J'ai des copines et tout qui jouent, il y a pas de souci. J'ai même été membre de jury pour un projet dans une école et en fait, c'était un groupe de nanas et elles avaient proposé un jeu, de commercialiser un jeu. Donc voilà, il y a des filles qui jouent, je le sais. Mais voilà, l'univers déjà des cryptos et encore plus du Web3, je trouve qu'il est très, très masculin et très geek. Et du coup, moi, je voulais savoir comment toi, tu as fait pour intégrer ce milieu et comment tu as été reçue en tant que femme. Alors, il faut savoir, bon, c'est pas la chose à faire, hein, je sais pas si je suis fière ou pas, mais c'est en tout cas, c'est mon histoire. Il faut savoir que quand j'ai commencé dans l'univers crypto blockchain, que j'ai commencé un peu à naviguer entre les projets, etc., tout ça se passe principalement sur Discord. Comme tu l'as dit, c'est très geek et donc c'est toujours très derrière l'ordi, etc., en ligne. Donc ça se Ah, passe sur sur Discord Discord, depuis j'adore Discord. Je suis un peu geek. ah ouais, bah voilà. Tu vois, c'est vraiment un des outils les plus utilisés. Et en fait, sur Discord, on ne sait pas si t'es une meuf ou un mec. Et en fait, dans le Web3, on part du postulat, même sur Internet en général, que toute personne est un mec. Donc en fait, on se pose pas la question, c'est t'es un mec par essence. C'est Et très bien particulier. même si tu as un pseudo, une photo de profil, par exemple, qui représente un personnage féminin, on va partir du postulat que t'es un mec, parce que voilà, c'est dans l'idée générale. Donc, on va t'appeler buddy, on va t'appeler enfin mec, etc. Et moi, j'avoue que les premiers temps, je n'ai pas nié le fait d'être un mec. En fait, je disais, ok, genre, je me fais passer pour un mec. Enfin, en vrai, je m'en fichais, tu vois. C'était pas, je me disais de manière, bon, ils ont pas à savoir ou pas que je suis une meuf. Et dans tous les cas, leur rapport va potentiellement changer si ils savent que je suis une meuf. Donc, je me suis fait passer pour un homme pendant très longtemps. Voilà. C'est pas ouf, mais c'est ce que j'ai fait. Non, bah après, c'est vrai que ça paraît, oui, ça peut surprendre en fait, mais en réalité, si tu me dis qu'il n'y a pas de sujet en fait et que en vrai, ça aurait créé autre chose. Bon, je peux comprendre. Et puis, c'est un univers nouveau. En plus, si t'es un peu en minorité, bah, t'as envie de te fondre dans la masse. Donc, je peux comprendre totalement. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Et en fait, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, en fait, c'est un milieu où, un peu comme le gaming, où en fait, tu vas pas mettre ta photo de profil. Tu mets un avatar, généralement, avec un pseudo que tu vas réutiliser partout. Et du coup, bah, voilà, on sait pas qui t'es. C'était juste un pseudo. Exactement, l'anonymat. Et d'ailleurs, c'est un des principes, bon, pour les personnes qui nous écoutent, du Bitcoin, où, bon, c'est pas l'anonymat d'ailleurs, c'est tes pseudonymes et non pas anonyme, mais en soi, c'est l'un des principes. On ne sait pas qui tu es. D'accord. On préserve ton identité. Oui, c'est vrai, c'est sur le principe de pseudonyme, hein, c'est ça? Ouais, pas anonyme. Une blockchain qui est anonyme, c'est le Monero, où là, tu es complètement Ah, anonyme. C'est une autre je blockchain. savais pas que ça existait. Ah non? D'accord. Si, si, si. Voilà, qui a déjà d'ailleurs été interdite récemment par les Émirats. On comprend pourquoi. Ah, ok. Non, mais parce qu'il y avait pas mal de discours en disant que ouais, ça finance la drogue, etc., blanchiment d'argent. Je lui dis, mais en fait, les premiers blanchisseurs là, si je peux les appeler comme ça, c'est des banques, hein. HSBC, on sait très bien Ah, qu'on blanchit des cartels de drogue et tout. Et en fait, la blockchain, tout est public, les transactions, ouais, etc. Bien sûr, il n'y a pas écrit Johanna Olympio Nanani, il y a écrit mon bien sûr. pseudo. Et derrière mon pseudo, bah, il y a moi. Donc, c'est Oh, pas ouais. anonyme, mais c'est plutôt pseudonyme. Alors ouais, c'est pas ton pseudo, en fait, tu as une clé. Donc vraiment, quand tu rentres, tu fais des transactions, tu as, un numéro de wallet, comme un numéro de compte. Et en fait, donc c'est ton compte. Et là, en fait, toutes les transactions que tu vas effectuer avec ton compte vont être tracées. C'est-à-dire que tu m'envoies 5 euros, on va savoir que wallet numéro 100 a renvoyé à wallet numéro 102 5 euros. Et après, moi, si j'en envoie et je fais plusieurs transactions, tu vois, ça va être tout va être tracé et on va pouvoir remonter à toi. Donc si un jour tu achètes, imaginons que tu vas y acheter de la drogue et que tu achètes de la drogue avec ton compte, in fine, on va pouvoir remonter au wallet qui a émis la transaction. Et après, il suffit que tu passes par un exchange, par exemple Binance ou autre, pour pouvoir retirer ton argent en fiat. Et là, on a ton identité.
Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que c'est pas possible que ce soit total. Enfin, peut-être je connais pas, mais je m'étais dit, c'est pas possible que ce soit totalement anonyme parce que derrière, c'est de l'argent fiat, donc par exemple de l'euro, du dollar que tu vas convertir dans une crypto à la base. Et du coup, tu passes déjà par un intermédiaire. Et celui-là, il a ton identité. Parce que moi, quand je me suis créé mon compte sur mon exchange, là, Conhouse, ils ont mon identité, quoi. Exactement. Donc ça, c'est l'une des problématiques actuelles, sauf si en fait tu fais du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est plus compliqué, ça c'est de moins en moins, je t'envoie du cash et donc toi, en retour, tu vas m'envoyer des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un procédé qui peut se faire. Et donc là, avec le cash, tu es totalement anonyme. Donc là, ton adresse sort de nulle part. Mais c'est vrai que c'est une problématique à partir du moment où tu passes par les biais normaux et beaucoup plus simplifiés, Binance, Coinbase, etc. En fait, on a ton identité. Mais d'un autre côté, ça aide aussi avec tout ce qui est arnaque. Tu sais, il y a pas mal d'arnaques des fois ou de scams, etc. En soi, ce qu'on dit, c'est que même si tu fais 10 milliards de transactions entre différents wallets, même si ça paraît super compliqué comme ça de base, c'est sur la blockchain, on peut tout retracer. Et maintenant, il y a des outils très puissants qui font de l'analyse on-chain et qui te permettent en fait, de retracer tout ce que tu as fait jusqu'à la sortie en cash ou sur ton sexe. Enfin, le sexe, c'est du coup les exchanges en anglais. D'accord. Les personnes qui diront que ça finance la drogue, taisez-vous maintenant. On vous a donné l'explication. Mais d'ailleurs, ce que tu disais par rapport au peer-to-peer et l'envoi de cash, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on réinvente pas la roue. Hein. C'est la même chose qu'on peut faire aussi avec le trafic de drogue. Ça a été pareil. Hein. C'était du cash. Après, on blanchissait via une structure pour faire genre j'ai un business et on faisait légaliser ça, on nettoyait l'argent au niveau de la banque. Donc c'est pareil. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment... Oui, en fait, pour moi, c'est une des idées reçues sur les crypto-monnaies et ça en arrange plus d'un de dire, en fait, c'est pour financer des activités illégales parce que quand on parle d'illégalité, du coup, c'est plus facile à interdire ou à réguler de manière beaucoup trop stricte. Donc voilà, c'est pour moi un outil, mais t'inquiète pas que si tu veux vraiment blanchir ou même faire des transactions illégales, je te conseille vraiment d'utiliser le cash plutôt que des crypto-monnaies pour ta sécurité. Ceci n'est pas un conseil. Ah oui, non, bien sûr. Non. Et puis même, dans ce cas-là, c'est le darknet, etc. Et pour ça, c'est du fiat. Mais voilà, rien à voir avec les cryptos. Du coup, toi, tu dis que tu as commencé sur Discord et en fait, je voulais revenir sur un truc que tu m'avais dit avant en off. C'est comment tu as commencé à bosser là-dedans. Parce que là, je voudrais un peu parler du secteur des métiers et parce que j'ai entendu je commence à me renseigner sur le sujet et j'ai entendu que tous les métiers qui existent dans le Web 2, ils peuvent exister dans le Web 3 et du coup, je voudrais qu'on en parle et qu'on puisse montrer aux gens concrètement comment on peut bosser dans le Web 3. Exactement. D'ailleurs, petit instant, j'ai sorti une vidéo hier sur 10 conseils pour se lancer dans le Web3 de manière assez simple. Donc, si vous voulez aller voir ça. Ah, super. Moi, j'ai vu ton short, mais j'ai pas vu la vidéo. Donc, trop bien. Ouais, je l'ai sorti hier, une vidéo un peu plus longue. Et j'explique un peu comment j'ai fait. Et donc, notamment en commençant par être modératrice. Alors ça existe pas vraiment dans le... Enfin, si ça peut exister. En fait, c'est très lié au secteur un peu des communautés, etc. Modérateur, c'est quand tu modères une communauté. Donc là, tu pars vraiment de tout en bas de la pyramide. J'ai modéré un projet Play to Earn et une DAO en fait sur une blockchain. Et en fait, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc modérateur, tu te connais. Excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer DAO ? Ah oui, pardon. Alors, parce que là, tu vas avoir vraiment des novices. Et même moi, je lis DAO, mais je sais toujours pas ce que c'est. Désolée. Alors, une DAO, c'est une organisation décentralisée et non hiérarchique. Par exemple, on décide de créer un pays. Voilà, soyons ambitieuses. On décide de créer un pays seulement d'investisseuses. On dit, OK, on est 10. Mais on veut pas, en fait, on veut que ça soit 100% démocratique. On veut pas, qu'il y ait de scandales, qu'il y ait de corruption, etc. On va créer une DAO, donc il n'y aura pas de présidente. Je vais te donner un NFT, donc une sorte de preuve d'authentification, comme quoi tu es Johanna, tu as le droit d'un vote. Moi, je vais avoir la même chose. Et en fait, quand on va devoir prendre des décisions, dans ce cas-là, on va tout dire grâce à ce jeton. Tiens, je vote ça. Et donc, en fait, toutes les décisions vont être prises par la communauté. Et donc, c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup dans le Web3. Tu sais, ça va avec de décentralisation, de remettre le pouvoir au peuple. C'est vraiment ça, la démocratie, purée.
Ben oui, mais c'est ça. Mais en fait, la crypto, ça vient d'un élan. La crypto a été inventée par des rêveurs de liberté, hein, si je peux dire. C'était après la crise des subprimes, et c'était redonner le pouvoir au peuple. Et donc ça, c'est des organisations qui existent beaucoup, beaucoup en crypto-monnaie, dans la blockchain, qui sont des organisations où la communauté décide et a des pouvoirs en fonction, voilà, de droits qu'on accorde. Donc voilà, voilà pour la petite définition d'une DAO. Après, il y a plein de Merci. spécificités dans les DAO, mais honnêtement, c'est trop compliqué, ça sert pas à grand chose pour le moment. D'accord. Mais du coup, ce que je disais, donc j'ai commencé à bosser en tant que modératrice, et là, j'ai découvert vraiment comment gérer une communauté. J'ai découvert l'euphorie du bull run, parce que c'était en plein bull run, donc forcément, tu as beaucoup de liquidités sur les marchés, en fait. Des personnes qui viennent, des personnes qui s'intéressent vraiment au projet, des personnes qui sont là que pour la spéculation, et ça a été ultra formateur. Plus, ce qui est cool quand tu es modérateur ou modératrice d'ailleurs, c'est que tu es rémunéré par le projet. Normalement, tu ne bosses pas gratuitement. Et donc moi, vu que j'étais en bull run, je crois que j'étais rémunérée $200 la semaine, ce qui est énorme. Enfin, pour être connecté sur En fait, un en ordi, gros, je trouvais tu ça. faisais la community. Ouais, c'est ça, animation de communauté, c'est ça? Voilà, exactement. Tu vois, genre tu vas sur ton Discord d'un projet, les gens parlent entre eux, disent bonjour, ok, posent des questions sur le projet, et toi tu réponds. Tu poses Purée, des ça fait questions, ma tu vie réponds. rêvée. S'ils n'arrivent pas à répondre, s'ils n'arrivent pas à connecter leur wallet, tu poses, voilà, tu fais partie du projet en fait, et tu aides la communauté. Normalement, tu dois aussi soit les animer, soit à vraiment ce qu'ils se sentent intégrés dans la communauté. Tu fais des jeux, enfin, il y a plein de trucs. Et je l'ai fait pendant 3-4 mois, et franchement, ça a été ce qui m'a vraiment, vraiment intégré, où j'ai compris plein de choses. J'étais rémunérée, et c'est là où je me suis dit, ok, c'est cool, parce qu'en plus, après, quand tu es modérateur, tu as un accès privilégié à l'équipe, donc tu peux leur parler, être assez proactif, et puis après, ça, c'est comme dans chaque secteur, quand tu es proactif et que tu montres que tu en veux, etc., souvent, tu as des opportunités de travailler un peu plus en interne. Et comment ça s'est passé concrètement? Je vais pas dire process de recrutement, je pense que c'est plus, on n'est plus là. Mais c'est quoi? C'est parce que tu participais pas mal que tu as été identifié, on t'a proposé ça? Comment ça? Ou il y a une offre? Enfin, je sais pas. Comment? Exactement. Alors, dans les projets blockchain, donc vraiment là, je te parle de tout ce qui est projet blockchain, où t'as pas forcément la team qui est connue, ou même en fait connue ou pas. Tu sais, sur Discord, tu as un pseudo et tu as une photo de profil. Et souvent, ils vont poster un message en disant je recrute quelqu'un au sein de la communauté. Ou alors, tu vas leur poser beaucoup de questions, et en fait, c'est comme ton réseau. En fait, le projet grossit, on a un besoin en termes de marketing. Est-ce que ça te dirait de prendre un peu plus de responsabilité? Et en fait, ça se fait comme ça. Et les gens ne te demandent même pas ton diplôme. C'est-à-dire qu'on en reviendra un peu après, mais quand j'ai bossé dans un autre projet, la plupart des gens autour de nous, on ne savait pas quels étaient leurs diplômes ni quelles étaient leurs nationalités. Bon, après, à un moment, tu creusais des fois forcément, mais au début, tu savais pas, parce que tout le monde parle en anglais, tout le monde a sa photo de profil, et limite, c'est le recrutement le plus fair et le plus juste qui puisse exister. En fait, c'est plus par rapport à ce que tu as montré. En fait, on Exactement. cherche pas ton CV, on cherche la personne. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai dit au début que tu as fait de la finance et du management international, mais t'as pas fait du dev ou quoi. En fait, vraiment, j'essaie de Ah non, démocratiser et dire aux gens, c'est pas parce que si vous n'êtes non. pas geek, vous pouvez travailler dans le Web3. Toi, t'as dit, il Ah n'y a ouais, pas ouais, besoin de ouais. comprendre. T'as dit dans un post LinkedIn récemment, il n'y a pas besoin de comprendre parfaitement la blockchain pour travailler dans Exactement. l'univers. Ouais, ouais, non, mais vraiment. Et puis là, donc là, je te parle de projets où donc on connaît pas ton identité, mais tu as aussi des projets un peu plus gros, un peu plus institutionnels, et un peu plus, tu sais, qui ont levé des fonds près des VC, etc. Donc c'est un peu plus cadré. Et en fait, dans ce type de projet, en soi, faire du marketing, si toi, tu es bonne en marketing, tu es bonne en marketing. Et quel que soit le domaine, que tu ailles dans le secteur du luxe, que tu ailles dans le secteur de l'automobile, dans le secteur, je sais pas, du Web3, en fait, tu es bonne en marketing. Après, il y a des spécificités, c'est-à-dire que quand tu vas travailler, par exemple, je sais pas, chez Louis Vuitton, tu vas au fur et à mesure toi-même apprendre, parce que tu baignes dans un milieu, les codes, les mots à utiliser, voilà, un peu, tu vas comprendre le milieu. Mais c'est pareil dans le Web3 ou dans la blockchain. Si tu fais du marketing, en soi, tu auras quelques petits codes que tu vas apprendre, des usages ou des habitudes, mais le cœur du métier, tu l'as. Donc, quel que soit ton métier, tu peux le faire dans la blockchain et dans le secteur blockchain. Et en plus, encore une fois, dans le secteur blockchain, il y a encore des multitudes. Donc, un gamer, il va pouvoir facilement passer du gaming de, je sais pas, de chez Ubisoft à une partie, un gros jeu qui se développe dans la blockchain.
C'est vraiment ultra transversal, sauf si tu es tech, ou dans ce cas-là, il va falloir que tu apprennes un autre langage. Et encore, même en étant tech, le Solidity, donc qui est le langage de programmation d'Ethereum, apparemment, c'est pas non plus le plus compliqué à apprendre. Ouais, Donc c'est ce vraiment, que faut vraiment pas se brider. Ouais, bah c'est ce que j'ai lu. En plus, on en avait parlé par rapport à mon projet. Ouais. Et en fait, j'ai lu que Solidity, c'était un peu comme du JavaScript, mais en plus simple. Donc, et que, en Ouais, fait, ouais. oui, et que tu peux l'apprendre assez facilement, entre guillemets. Enfin, tu peux travailler même sur des trucs un peu techniques qui paraissent techniques sans être hyper technique. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de Ouais, vraiment. possibilités. C'est des nouveaux métiers qui arrivent. Et voilà, si vous êtes Des en nouveaux reconversion, vous secteurs, posez ouais. des questions, il y a de quoi faire. Et encore une fois, franchement, moi, je sais pas comment fonctionne Internet, je sais pas coder un site, je sais rien faire. Et pourtant, dans mon ancienne activité, j'avais un site Internet, je l'utilisais, je l'ai même créé grâce à des outils no-code. Je bossais sur Internet et enfin, franchement, je suis incapable. Je crois que autant la blockchain, je sais à peu près comment ça fonctionne, mais j'en sais rien du tout, vraiment. Ah, mais Donc, génial. et ça va être la même chose pour la blockchain. C'est exactement la même chose. Ouais, on n'a pas besoin d'être des experts d'experts pour se lancer. Je trouve que c'est super parce que c'est un domaine qui est nouveau et donc tout le monde a Ouais. sa place en fait. Donc il y a juste à l'apprendre. Exactement. Et puis en fait, ce qu'ils disent aussi, souvent, ils disent qu'on arrivera dans la masse adoption, dans l'adoption de masse, pardon, au moment où en fait les gens utiliseront la blockchain sans le savoir. Et puis ça existe d'ailleurs déjà un peu, mais là, ça sera vraiment l'adoption de masse, quoi. Comme Internet. D'accord. Je savais pas parce que justement c'est ça pour moi on était dans cette complexité où aujourd'hui c'est un peu compliqué. Faut un peu se former quand même à minima pour y aller et en fait au final non. Là je me suis inscrite sur une plateforme d'un Français qui s'appelle uncut.fm, ce qui permet donc c'est Carlos Diaz pour ne pas le citer, qui a créé une plateforme justement où tu peux créer des NFT. Ouais, bah tu Hyper vois, simplement. outil de no code. Ah, Et c'est génial. Et outil no code c'est un blockchain. Oh trop bien, j'adore. C'est de la bombe. Mais oui, mais c'est clairement ça. Et puis encore une fois, regarde, aujourd'hui, on vit dans. Enfin, moi, il y a quelques années, je lisais mes euros, etc. Honnêtement, j'avais aucune idée de comment fonctionnait une bourse. Pourtant, je savais qu'il y avait des cycles de crise, des cycles de récession, d'inflation, etc. Je voyais les prix changer. Et des fois, t'es pas obligé de. Tu vois, enfin, genre encore tout ce qui est crypto-monnaie, c'est la partie financière de la blockchain. T'es pas obligé de la connaître à 100% pour utiliser la technologie. Donc, c'est vraiment voilà, faut vraiment désacraliser ces mots-là qui font un peu peur, s'éloigner aussi des fois des personnes qui sont un peu trop pompeuses par rapport à leur métier. Moi, ça me gave vraiment. Et se dire que c'est juste un milieu, un secteur, un nouveau secteur, une nouvelle technologie qui va changer nos modes de vie. Et puis voilà, puis sur laquelle on va apprendre petit à petit. Top. Et je voulais savoir, bon, t'as commencé en tant que modératrice. Est-ce que tu sais Ouais. s'il y a d'autres métiers, enfin juste pour donner des exemples hein, de métiers qu'on peut faire dans le Web 3 et qu'on connaît, hein, pas des métiers nouveaux, des métiers, on va dire actuels ou anciens. Ouais, tu peux être community manager. Dans le Web3, pour des communautés, c'est très recherché. Community builder, donc là, c'est vraiment dans tout ce qui est communauté. C'est très, très important dans le Web3, c'est pour ça que je le précise. Tu peux être commercial, c'est-à-dire que si tu travailles pour une entreprise qui a une solution blockchain, bah, tu vas la commercialiser. Tu peux être consultant blockchain. Par exemple, il y a un pan d'IBM qui est dédié à la blockchain. Je dis IBM parce que j'ai rencontré une consultante blockchain récemment, mais D'accord. qui est dédiée à ça. Donc, tu as juste à être consultant. Elle était consultante de métier. Et puis, in fine, elle s'est spécialisée en tant que consultante de blockchain, mais elle ne savait pas au début ce que c'était une blockchain. C'est juste qu'elle connaissait son métier. Enfin, vraiment, tous les métiers. Enfin, si toi, à la base, je sais pas, tu fais. Bon, j'essaie de trouver autre chose que marketing, etc. Bon, moi, Ce je sont suis des métiers RH, que mais je après, connais. j'aurais pas envie de faire RH dans le Web 3. Mais c'est vrai ce que tu disais avant. La personne qui m'a fait découvrir justement Uncut, c'est Flavie Prévost du podcast Le Board. Et elle, en fait, elle était directrice commerciale à la base, donc dans des groupes très standards hein, français, CAC 40 ou je sais pas, grands groupes basiques, hein, des trucs très classiques. Et en fait, elle s'est formée dans le Web 3 et maintenant, elle a niché. En fait, elle a ce profil commercial, mais spécialisé, niché dans le Web 3. Ouais, non, mais c'est possible. Encore une fois, le Web3, c'est pas si compliqué que ça, hein. Une fois que tu as compris même les bases ou que tu es dans une entreprise, dans tous les cas, enfin, moi, personnellement, il y a plein d'entreprises dans lesquelles j'ai bossé au début. Je savais pas comment ça fonctionnait. Quand je suis partie bosser chez Amazon, honnêtement, j'avais aucune idée de comment fonctionnait Amazon, les tenants et aboutissants, et puis tu apprends sur le tas. Je pense qu'il faut juste être curieux. Si c'est un secteur qui t'intéresse et que tu sens
choses à faire, que tu veux, entre guillemets, comprendre un peu cette nouvelle technologie, mais fonce. Il y a des besoins de recrutement qui sont énormes et il suffit que tu aies 2-3 connaissances un peu au préalable sur la blockchain, tu vois, que tu suives quelques conseils pour bien t'immiscer dans le milieu, mais alors là, le poste, tu l'as facilement puis c'est bon, tu sais que la blockchain, c'est l'un des secteurs qui a le plus levé en 2022 et qui va le plus lever en 2023. Et donc, quand il y a des levées de fonds, il y a des besoins de recrutement qui arrivent, des besoins de croissance. Donc, honnêtement, je pense que c'est un secteur vraiment dans lequel tu peux foncer si tu veux trouver un job. Donc, en fait, ouais, ce que tu as dit, ce que je retiens, c'est d'être curieux. Et d'ailleurs, quand tu es curieux, tu vois qu'il y a un projet qui va se lancer là, ben, je vais commencer à m'intégrer dans la communauté, me renseigner sur le projet. Et là, ben, va déboucher des opportunités. Et en fait, il faut pas juste attendre une annonce. C'est juste qu'il faut aller rentrer dans les communautés et voilà, en fait. Et c'est vraiment pas compliqué. Hein. Moi, je suis dans plein de groupes Discord et tout. Ouais. J'ai une copine qui me demandait, mais comment tu les as trouvés? Je dis, ben là. Et en fait, c'est parce que moi, je fouille partout. Tu vois. Non, mais c'est ça, c'est super simple. Soit tu vas dans la communauté, soit tu recherches, tu envoies des messages sur LinkedIn, soit tu postules de manière normale. En soi, ça reste chercher un job, quoi, comme dans les choses un peu basiques. Et bon, je vais pas t'apprendre ton métier. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de manières de postuler ou de rentrer dans une entreprise, donc c'est la même chose dans la blockchain. D'accord. Et moi, je voudrais savoir, on va un peu essayer d'imaginer un peu le futur, mais toi, à ton avis, quels seraient les apports que peuvent amener le Web3 dans nos modes de vie, en fait? Parce qu'on va y arriver, hein, là, on parle il y a plein de sujets qui arrivent, on a l'impression on est déjà à la bourre, alors que pas du tout, c'est le moment de prendre le train en marche. Mais même, il est même pas en marche. Mais pour toi, tu penses que ça va changer quoi dans nos vies de passer au Web3 et enfin pour la personne lambda qui même ne s'y connaît pas, ça va améliorer des choses, enfin ça va changer des pratiques, le monde du travail, je sais pas. Moi personnellement, et je pense que c'est mon avis et je lis pas l'avenir et personne ne le lit vraiment, je pense pas que ça aura un impact aussi grand pour la personne lambda qui s'en fiche du Web3. Je pense qu'en fait je pense que voilà, elle verra rien du tout de ce qui se passe en interne. Elle commencera juste à voir potentiellement utiliser d'autres types d'applications, etc. Mais je pense pas qu'elle va avoir un changement énorme. Je crois pas au changement énorme comme celui d'Internet, tu vois. Je pense pas que ce soit une rupture technologique. Je pense juste que c'est une avancée technologique qui, par contre, va permettre beaucoup de choses. Mais pour une personne lambda qui s'en fiche, honnêtement, je vois pas un énorme cas d'usage dans lequel ça va changer sa vie, quoi. C'est pas l'invention de la voiture où elle va d'un coup prendre la voiture tous les jours au lieu de marcher à pied. D'accord, donc c'est plutôt au niveau des personnes qui vont travailler là-dedans ou des créateurs, peut-être des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui s'intéressent et qui veulent rentrer là-dedans, que ça peut changer et que ça peut faciliter certaines pratiques. Ouais. Ça va faciliter. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand je dis que ça va pas être une rupture technologique, c'est que, tu vois, ça va pas être un moment où tu devais envoyer une lettre et là, maintenant, tu peux passer un coup de fil en instantané. Enfin, ça va modifier, ça va améliorer. Après, moi, je peux te donner, par exemple, 3 usages concrets de la blockchain dans des secteurs qui vont impacter ces secteurs. Je sais pas si ça impactera la personne lambda, mais je peux te donner 3 exemples, tu vois. Ouais, carrément. Moi, ça m'intéresse. Par exemple, premier exemple, j'en discutais hier avec une copine, c'est sur l'agriculture et notamment, moi je vais parler un peu de l'Afrique, parce que c'est un continent qui me passionne et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais par exemple, tu vois, en Afrique et dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, etc., tu as d'énormes terrains agricoles. Les personnes ont utilisé l'agriculture avec tout ce qui est fertilisant, etc., parce que elles devaient produire. Et en fait, maintenant, leurs sols sont pétés, ils n'arrivent plus à produire, et ils sont dans la boucle infernale d'utiliser de plus en plus de fertilisants. Donc, ça a un impact même environnemental. Le problème, c'est qu'ils sont dans cette boucle, ils sont pauvres, etc. Ils n'ont pas les moyens de changer. Alors que s'ils basculaient vers la permaculture, ok, tu aurais 1 ou 2 ans de changement, entre guillemets, mais une fois sur le long terme, ça serait beaucoup plus intéressant. Et c'est là que la technologie blockchain peut rentrer. Donc là, tu te dis, mais comment ça? On parle d'agriculture. C'est quoi le rapport? Et en fait, je vais te parler de tokenisation. Alors, la tokenisation, c'est par exemple, tu vois, on prend ce terrain agricole. Donc, moi, je vais aller voir cet agriculteur. Je vais lui dire, écoute, je vais prendre ton terrain agricole et je vais le diviser je sais pas, 100 parties. Et ces 100 parties, je vais t'en laisser, 20, 30 et je vais commercialiser, je vais mettre à la vente les 70 autres. Et donc, toi, Johanna, tu vas pouvoir investir
dans une partie de ce terrain agricole. En fait, c'est un peu le même principe que les SCPI, que tout ce qui est immobilier, etc. Ouais. Et d'acheter Que la tokenisation de l'immobilier, là aussi, ouais. Exactement. Et D'accord. donc là, tu vas pouvoir utiliser. Et en fait, là, ça va avoir un truc super positif. C'est-à-dire que tu vas avoir un apport d'argent. Donc, tu vas acheter ça directement au propriétaire. Et le propriétaire va du coup pouvoir changer un peu son mode de vie vers la permaculture. Toi, au début, tu n'auras pas de rendement. Mais par exemple, dans 3, 4, 5 ans, quand il aura vraiment tout modifié, bah, tu pourras avoir des rendements qui seront très intéressants. Parce que les terres en Afrique, en tout cas dans certains pays, sont très fertilisantes et il y a beaucoup de Oui, choses, c'est il y vrai. a beaucoup de choses à faire, etc. Les rendements sont très, très intéressants et après tu pourras revendre cette partie. Tu pourras spéculer dessus en disant: «Bah, dans 5 ans, ça va valoir plus cher, donc je vais le vendre un peu plus cher». Enfin, il y a quelqu'un qui va l'acheter plus cher et cetera. Donc ça, c'est un premier cas d'usage dans J'ai l'agriculture entendu qui pourrait parler de ça permettre. et d'ailleurs je me suis dit c'est de la bombe si tu veux Ouais, vraiment. investir parce que moi ça m'intéresse et tout, tu vois mon père bon il est décédé mais il avait commencé un champ et tout et je me dis mais c'est du taf et tout, faut trouver des personnes alors qu'en fait là tu as un exploitant qui a déjà son terrain, en plus tu vas lui racheter, ça va lui faire de Exactement. l'argent, il va continuer son métier et il aura moins de charges aussi parce que bah il a vendu une partie et lui il a juste à s'occuper de l'exploitation tranquillement. Donc je trouve que c'est un super Exactement. moyen pour investir et en plus c'est des moyens qui sont hyper simplifiés parce que alors nous Exactement, c'est moi je suis ça. en France, la bureaucratie française on la connaît et donc faire des, Ouais, je sais qu'il y a pas mal de ICO donc c'est comme des IPO donc c'est des introductions mais avec ouais, des cryptos et c'est beaucoup plus simple à faire. C'est pour ça que tu as plein de projets qui se lancent plutôt exactement. via des ICO parce que bah voilà, il y a pas toutes les galères administratives, les trucs relous et tout, t'es pas en train de rentrer C'est en ça bourse. et c'est certifié. C'est certifiant, Oui, c'est-à-dire que le propriétaire, il a ça, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de machin. On peut même inventer des systèmes où il garde la propriété des terres, mais que toi, tu as que les rendements. Enfin voilà, ça, c'est vraiment un cas d'usage que j'apprécie excellent. beaucoup dans l'agriculture et qui peut être très bien. Et du coup, oui, tu as la tokenisation immobilière qui est un peu plus simple. J'ai un immeuble, je le divise en 5, chacun prend des actions et là, au moins, tu es sûr, c'est les SCPI, on te dit tu as tant de rentabilité, mais t'es jamais vraiment sûr, c'est pas vraiment ce qui t'appartient. Là, avec ton token, c'est intraçable, enfin, je veux dire, c'est traçable, c'est tu l'as dans ton fichier et tu sais que c'est à toi et ça t'appartient. Après, tu le revends ou pas, mais tu redeviens vraiment maître de ce qui t'appartient. Donc ça, c'est la tokenisation, c'est un beau cas d'usage. Après, tu as, un autre cas d'usage. Bon, par exemple, on en parle souvent des NFT dans l'assurance. Ça, c'est aussi un cas qui est super simple. Je sais pas si tu en as entendu parler. NFT dans l'assurance, j'ai entendu des trucs pour sécuriser. Oui, mais j'ai pas compris. Pour sécuriser, oui, oui, tu peux avoir. Enfin, j'ai écouté une interview Ok. du cofondateur de Reti, une société qui permet de faire de la tokenisation dans l'immobilier aux États-Unis, et il parlait de ça, mais j'ai pas tout compris sur la partie ouais NFT et Ouais. assurance. Donc, je veux bien que Bah, en fait, t'expliques. tu vois, je vais te donner ouais, un exemple tout simple. Tu prends l'avion. Et avant de prendre l'avion, enfin, en gros, on va faire ça à l'aide d'un smart contract. Tu vas dire que si l'avion, comme aujourd'hui d'ailleurs, si l'avion a plus de 4 heures de retard, tu touches une indemnisation de 200 euros. Voilà, disons ça. Qu'est-ce qui se passe dans un process normal? Dans un process normal, tu signes un contrat, c'est dans les clauses, mais on ne sait pas, etc. C'est flou. Et ils font en sorte que tout soit flou. Et tu arrives, tu as 3 heures de retard, tu passes 10 heures au téléphone, tu sais pas, les gens te disent oui et non, tu te tournes en bourrique, et puis au bout de 6 mois, tu touches enfin tes 100 euros après avoir bataillé, et ça se trouve, tu les toucheras même pas parce que tu seras fatigué d'avoir bataillé. C'est ce qui passe d'ailleurs, true story for me, genre ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est Mais un ça, c'est enfer. quand tu fais la démarche, hein, parce que t'as des gens qui demandent même pas. Ouais, quand tu fais la démarche, c'est pour ça. Tu as 80% de chance en fait de même pas avoir ton indemnisation. Par contre, avec un smart contract, quand tu signes quand tu signes en gros le contrat, donc un contrat électronique, Johanna est censée prendre un avion à telle date, à telle heure. Si l'avion a 3 heures du retard, ça enclenche automatiquement la clause A et en fait l'argent va transiter de la compagnie à Johanna. Et là, tu n'as pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que tu n'as aucun moyen de changer le contrat. Le contrat, il est comme ça, il est immuable. Et à partir du moment où ça s'enclenche, tu reçois directement l'argent. C'est direct, il n'y a pas d'intermédiaire, pas de Mais chose. ça Et donc change là, la tu vie vois, des ça, personnes lambda. Ça, mais c'est ouais, de la ouais, bombe. moi aussi, oui, Ah, c'est génial. ça l'améliore grandement. Et ça, c'est un usage, tu vois. L'usage des smart contracts, c'est qu'en fait, c'est infalsifiable. Que ce soit avec un avocat ou pas, ou plein de choses, plein de contrats. Tu n'as plus toutes ces clauses. Hop, l'usage est fait, l'usage est décidé. Ça s'enclenche. Les indemnisations tombent ou les clauses, enfin, ou en tout cas, voilà, tout tombe et c'est OK. Et c'est électronique et c'est infalsifiable. Oui, le principe des NFT, justement, mais c'est génial. Franchement,
Ça, pour le coup, c'est hyper concret. Ouais. J'ai dit NFT, mais smart contract. Ok. Plutôt. Mais après, ça peut se matérialiser sous forme de NFT, voilà, c'est un peu, voilà. Mais voilà, souvent, en tout cas, la technologie, c'est celle des smart contracts. D'accord. Et le troisième exemple que tu voulais donner? Bon, du coup, là, je pars vraiment d'un NFT parce que je me suis un peu mêlée, mais en gros, un NFT, bon, avec toujours une technologie un peu smart contract derrière, mais qui te donne le droit de se dire, OK, j'ai un sac de luxe. Alors, on parle dans le secteur du luxe maintenant, on voyage, on passe du transport à l'agriculture et là, on va dans l'aviation, dans le luxe, pardon. T'achètes ton sac Hermès, t'achètes ton Birkin. Tu n'as pas envie, tu as envie de dire que c'est vraiment un Birkin qui sort de telle boutique, de telle date, etc. Tu as attendu 8 mois pour l'avoir. Dans ce cas-là, en fait, tu peux avoir un certificat d'authentification. Donc, normalement, quand tu sors de boutique, on te le donne directement sur papier. Mais là, ça sera vraiment en NFT. C'est-à-dire que tu es sûr que c'est toi, Johanna, la propriétaire. Et il peut y en avoir personne d'autre. Donc, c'est-à-dire que le numéro 500 du Birkin t'appartient à toi. Et si tu décides de le vendre, tu vends le NFT avec. Et donc, en fait, c'est super intéressant. C'est-à-dire que ton sac, tu l'achètes en 2001. En 2023, on peut retracer tous les propriétaires. Et donc, si quelqu'un un jour veut le revendre et que moi, je dis, mais attends, je crois pas, tu vois. Ou d'où est-ce qu'il vient ? Ouais, tu le revends sur Vinted et tu dis, ouais, c'est un truc falsifié, c'est pas vrai. Même tu as des enchères où des fois, j'avais une invitée qui m'avait dit aux enchères, elle avait repéré des faux, alors que les commissaires-priseurs n'avaient pas vu. Ben là, il n'y a pas moyen, tu peux pas carotte. Là, il n'y a pas moyen. Et ça, c'est génial parce que le secteur du luxe, enfin, leur plus grand démon aujourd'hui, c'est tout ce qui est la contrefaçon. C'est le grand fléau du luxe. Et puis même que ça soit pour les œuvres d'art, quelque chose. Donc, tu as eu toute la vague à un moment des NFT. Pour ou contre, il y en a qui disent que ça sert à rien. Moi, je dis que tout sert à quelque chose quand tu construis un secteur. Mais en tout cas, à la base, la technologie est cool. C'est-à-dire que tu as une œuvre d'art, tu es sûr que c'est la vraie. Tu es sûr qu'elle t'appartient. Et il n'y a pas moyen il y a pas moyen de mentir. C'est sur la blockchain. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Et moi, je pense que mais moi, je trouve que ça change. Pour moi, c'est hyper important parce que ça sécurise, en fait. Ça sécurise les transactions, ça sécurise notre monde et on peut naviguer de manière plus sûre et avec confiance. Parce que du coup, là, c'est pas ta parole ou ton papier. Là, c'est un truc infalsifiable et pour le coup, ça a beaucoup de valeur, je trouve. Mais vraiment. Et c'est pour ça qu'il parle aussi d'identité numérique. Bon, je ne me positionne pas forcément en faveur de tout ça, mais en soi, en fait, maintenant, les gouvernements commencent à comprendre que la blockchain, tout ce qui est crypto-monnaie, etc., ça peut être vraiment un outil extrêmement puissant pour les gouvernements. Je suis d'accord, et ça peut même être très dangereux pour certains gouvernements, parce que je parlais avec mon conjoint du système de blockchain qu'on pourrait utiliser pour le vote électronique. Là, il n'y a pas de falsification possible. Parce que tu vois, les élections en Afrique, moi, j'y crois pas du tout. Et en fait, tu passes en électronique, mais là, ça va être encore pire. Mais grave, mais là, on en parlait, il y avait l'élection au Nigeria, on n'a rien compris. Ah oui, ouais. Non, mais... Et du coup, je me dis, même dans les pays, tu penses, où il n'y a pas de fraude, c'est pas vrai, on n'en sait rien, aux États-Unis, en France, mais tu mets en place un système comme ça, mais t'es bien. Là, tu vois, on parlait on avait un débat sur les élections aux États-Unis, une conversation, parce que il y a des moyens légaux qui sont mis en place pour mettre des bureaux de vote hyper longs à certains horaires, tu peux pas voter et tout. Et en fait, tu as les personnes noires, minorités, qui travaillent non-stop, qui n'ont pas le temps d'aller de l'autre côté de la ville pour aller voter. Et ça, c'est de la discrimination. Et ça, pour moi, c'est de la falsification. Ouais. Mais ça, on peut pas le comprendre, nous, Français, parce qu'on vit pas comme ça. Nous, les bureaux de vote, ils sont ouverts toute la journée, le week-end compris, le dimanche. Et du coup, c'est pas pareil. Mais quand on a un système comme ça, forcément, tu discrimines une partie de la population qui peut pas aller voter. Alors que quand tu as un système électronique, mais sécurisé, là, tout le monde peut voter et on fait ce qu'on veut, quoi. Et là, on va voir c'est quoi la... erreurs humaines. Et oui, tout à fait, bien sûr. Et les hacks et plein de trucs et plein de problématiques qu'on peut avoir dans le Web 2, on va dire. Mais tu sais, par contre, il y a un point quand même que je veux préciser parce que peu de personnes le savent et pourtant c'est intéressant. En fait, tout ce qui est carte cryptographie, etc., blockchain, c'est une technologie qui existe depuis les années 80 en fait. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est super vieux en fait. Ouais.
Ouais, c'est super vieux, c'est juste que ça a pas, en fait, ça existait, il y a rien qui est vraiment sorti, les gens commencent, enfin, tu sais, des fois, ça existe et c'est un peu au tiroir. C'est comme il y a des choses qui sont trop précurseurs par rapport à l'époque, et ça a vraiment explosé avec la crise de 2008. Mais en soi, c'est une technologie qui aurait pu être utilisée depuis très longtemps. Mais en fait, il a fallu toute cette révolution, tout ce changement de mentalité autour de la, enfin, autour de l'ownership, c'est-à-dire que je récupère vraiment ce qui m'appartient, je trace, je récupère le contrôle de ma monnaie, etc. En fait, voilà, c'est la récupération de la monnaie pour que les États, enfin, que ça devienne un phénomène d'ampleur internationale, et que les États se disent, ah oui, ok, il y a des choses à faire, ah oui, ok, il y a des choses qui changent, quoi. Ouais, exactement. En fait, la cryptographie, c'est un système justement qui permet de crypter des données et de les sécuriser. Ouais, Et exactement. c'est cette technologie-là qui est utilisée, qui a été utilisée par les ou le ou la Satoshi Nakamoto, qui a créé la première blockchain Bitcoin et la première Ouais. crypto-monnaie Bitcoin. Exactement. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que ça existe depuis très, très, très longtemps. Enfin, très C'est longtemps. maintenant Faut qu'on pas que l'utilise. j'exagère non plus. Ah, Mais je mais me si, dis, quand même, bon, c'est pas aussi récent. années 80, ben voilà, comme moi, hein, moi j'ai 34 ans, ben ça fait super longtemps. Hein. Donc c'est seulement maintenant qu'on voit vraiment l'importance en fait de ce sujet-là, de la sécurisation des données, des transactions, des échanges. Mais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est qu'on arrivait à un paroxysme où en fait plus rien nous appartient. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'écoute de la musique sur Spotify. En fait, la musique ne m'appartient pas. Demain, comme tu l'as très bien dit au début, Spotify me ferme mon compte, je peux plus écouter ma musique. Et pourtant, je paye tous les mois pour avoir accès à cette musique. Mais en fait, ça m'appartient plus. Pareil, tu loues ton DVD, tu loues tes films sur Netflix, ça ne t'appartient pas. En fait, on est devenu dans une ère où il y a presque plus rien qui nous appartient. Même dans les On jeux est vidéo, tout est locataire. centralisé. Voilà, exactement, on est locataire Non, de mais en notre fait, vie. là, tu Enfin as bon, dit un c'est truc avec grand, mais Spotify, ça a remonté des mauvais souvenirs quand j'ai perdu mon compte Spotify. Parce que quand tu vas, désolée. que je suis partie en Angleterre en week-end l'année dernière et tout. Et en fait, bah, quand tu changes de pays, ça te déconnecte. Et en fait, Ouais, l'adresse mail que j'avais créée pour Spotify, je l'avais supprimée. Et du coup, j'étais aucun moyen de récupérer. Et la personne, elle m'a énervée à qui je parle. Je dis, mais je peux pas. Mais je dis, elle me dit, mais faites comme ça. Je dis, mais je ne peux pas. Je n'ai plus le compte. Le compte mail n'existe plus. Et du coup, j'étais ouais, mais dégoûtée. J'ai ouais. perdu mes playlists, j'ai perdu Oh mes mon abonnements au Dieu. podcast et tout. J'ai dû tout recommencer. J'étais dégoûtée. Donc, Mais le exactement, je pire, comprends. mais c'est ça. Et que ça soit pour les artistes, ils diffusent leur musique, mais ça leur appartient plus vraiment. Il y a beaucoup de choses, en fait, ça nous appartient plus. Et notre argent, ça nous appartient pas, notre argent. Encore une fois, je veux dire, ok, on a confiance aux banques centrales et c'est génial, mais on a vu qu'il y a des crises. Et franchement, quand tu comprends un Mais peu le système l'utilisation de financier, notre argent ne nous appartient concrètement pas. Parce que tu vraiment, peux pas l'utiliser comme tu c'est veux. T'as 1 million à la banque, tu peux pas dire je viens, je retire mes 1 million. Non. exactement. Et donc, je pense qu'on rentre dans ce paroxysme où, en fait, on récupère notre ownership, enfin voilà, on récupère, bah, ça m'appartient, ça, c'est à moi, ça, c'est bon. Et je trouve que c'est super dangereux. Tu vois, on part sur les réseaux sociaux, tu en as parlé tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment un truc, il faut en parler, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent bannir des comptes, peuvent bannir certaines pensées, peuvent appliquer en fonction des élections, on l'a vu avec Facebook lors des élections Ouais. De la américaines, peuvent manipulation. orienter l'opinion publique. Ouais. Exactement, parce que ça nous appartient plus. Alors que si on commence à créer des réseaux décentralisés, bah, tout le monde aurait le droit, tout le monde aurait le droit à la parole, et en tout cas, on n'arriverait plus dans ces dérives où, enfin moi, que j'ai l'impression de voir aujourd'hui. Et grâce à la Oui, oui, blockchain, grâce à totalement. cette technologie, grâce à la décentralisation, bah, tu vois, tu vas vers un monde aussi qui est un peu plus juste, enfin, dans mon opinion. Ça, c'est vraiment ma philosophie. C'est pour ça que j'aime Mais la blockchain et moi que je peux en aussi, parler avec oui, oui, passion c'est ton comme avis, hasard. mais après, moi, je le rejoins totalement. Et par exemple, sur le côté de Facebook, là, on est, bon, enfin, c'est tous les réseaux sociaux, hein, c'est de l'algorithme qui met Ouais, en avant certains sujets ou d'autres et qui met pas forcément en avant des sujets qui vous intéressent. Vous allez voir, vous êtes dans un microcosme où c'est uniquement certains sujets que vous allez exactement. revoir et revoir et revoir. C'est pareil sur YouTube, mais moins. Je trouve que c'est hyper exacerbé sur Instagram et bon, j'ai plus Instagram, mais Ouais, et sur Facebook. Et en fait, ben, il y en a qui ont pour projet de créer un nouveau entre guillemets Facebook où en gros t'as pas de il y a pas de manipulation, c'est juste tu vas et tu enfin c'est comme tu sais les moteurs de recherche ouais, qui moi j'utilise aussi de plus en plus Brave qui est un moteur de recherche parfait. justement blockchain qui va récompenser Exactement. les créateurs et bah moi voilà à chaque fois que je l'utilise ça permet de développer ce moteur de recherche et s'il y a un des créateurs qui est sur bah, par exemple un blogueur qui est inscrit bah, je peux lui donner mes tips
ça lui donne de l'argent et moi, je navigue en sécurité où mes données sont pas revendues, tout est crypté, il y a pas de souci, il y a pas mon historique n'est pas vendu et ça c'est super intéressant en termes de fiabilité, sécurité. Tu peux aller consulter, je sais pas, une boutique de chaussures, tu vas pas te recevoir un mail après pour dire ah mais ça t'intéresse pas, on fait une promo. Non, mais ça, c'est vrai, hein. Et franchement, tu vois, ça, c'est un cas, ouais, mais c'est exactement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un cas usage pour moi vraiment important et qui va vraiment changer. Et j'en suis très heureuse pour le coup, parce que il y a plein de dérives. Bon, bah, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est important, ça commence à devenir dangereux et grâce à ces technologies, en tout cas, on peut espérer avoir une porte de sortie. Super. Mais du coup, maintenant, j'aimerais parler d'autre chose. C'est que tu as créé une newsletter Xali Crypto. Et je voulais savoir c'était quoi ton objectif avec cette newsletter à laquelle je me suis abonnée alors qu'il n'y avait même pas d'édition. Vraiment, bravo à toi, parce qu'il y avait la page était vide. En fait, bon, j'ai ma newsletter, mais j'ai créé aussi une chaîne YouTube, TikTok, Insta, etc. Enfin, j'ai petit Twitter, j'essaie d'être un peu partout. Mais je pense que mon réseau principal, ça va être YouTube et Insta sur le long terme. En gros, l'idée, au début, quand j'y ai pensé, c'est que je venais d'arrêter de bosser pour un projet. Il me restait, je crois, 2 semaines de mission. Je me suis dit, mais en fait, Alix, ça fait 1 an que tu n'as pas pris de vacances, que tu es tout le temps dans la blockchain, tu es fatigué. Et puis ensuite, tu peux travailler, tu peux finir tes 2 semaines n'importe où. Pourquoi tu n'irais pas te prendre un peu des vacances et essayer le mode digital nomade? Et donc, je suis partie en Asie. Et en fait, au début, j'ai commencé à ne pas bosser. Puis je me suis dit, mais en vrai, c'est bête. J'ai beaucoup de temps libre, je suis dans des pays différents. Les gens se posent la question quels peuvent être vraiment les cas d'usage de la blockchain ou de la crypto dans d'autres pays. Enfin, tu sais, je trouve qu'on est assez curieux par rapport à ça. Et je me suis dit, bah écoute, je vais le faire. Je vais le faire en Asie. Et donc, c'est là où j'ai commencé à ouvrir un peu, que ça soit ma newsletter, mes autres réseaux pour pouvoir en parler et communiquer de ce que je voyais et des cas d'usage que je voyais dans des pays différents. Donc, j'ai commencé là, j'étais assez active pendant cette période. Là, je suis rentrée en France. Je continue d'explorer le Web3. Puis finalement, je me suis élargie. Maintenant, je me dis, bah écoute, c'est tellement, enfin, tu vois, il y a tellement des personnes qui vont croire que le Web3, c'est super compliqué, que tu peux pas comprendre, que c'est réservé à une élite, etc., que moi, j'ai envie de montrer que, bah non, c'est accessible pour tous, à tous, et montrer un peu ce qui se passe derrière le Web3 et derrière la blockchain. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment démocratiser et ouvrir la porte, en fait, pour pour le commun des mortels qui ne sont pas des geeks ou des techs, mais vraiment essayer de comprendre cet univers-là. Donc, ok, je vois et c'est super cool. D'ailleurs, tu fais des interviews aussi des personnes que tu rencontres et qui parlent un peu de leur expérience dans le Web3. Donc, moi, je trouve ça c'est hyper concret et j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder tes shorts parce que c'est hyper pratique, concret, actionnable. Tu donnes pas mal de ressources aussi pour aller creuser derrière. Et c'est ça en fait qu'on n'a pas aujourd'hui parce que toi, t'es parti fouiller, t'es allé regarder, t'es rentré dans des groupes, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait, ils savent pas où trouver, qui savent pas que ça existe en fait tout court. Et c'est vrai que passer par des plateformes comme YouTube ou la newsletter ou Instagram, là tu vas capter plus de monde qui est pas familier avec cet univers-là. Ouais, vraiment. Et puis je te jure, moi, c'est vraiment une réaction, encore une fois, aux experts blockchain qui ne laissent pas la place à la parole. Moi, ça, franchement, j'en ai trop marre et je veux un peu lutter contre ça et montrer que ouais, c'est accessible, quoi. Faut arrêter de se prendre pour je ne sais qui. Tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre. Ah ça c'est un problème d'ego, je pense. Ouais, vraiment, mais enfin, tu sais, on est sur un début d'un secteur, on essaye de démocratiser ça. Il y en a pour tous les goûts, il faut être ouvert à tous, il faut laisser sa place à tous et ne pas ne pas diaboliser ou faire comme si c'était du génie. Enfin, à moins que tu sois en train de faire une thèse d'un sujet ultra spécifique ou que tu sois en train de dev une technologie ultra révolutionnaire, je veux dire, tout le monde peut comprendre, quoi. Vraiment. T'as pas besoin de rendre ça compliqué. Mais voilà, et avec ce podcast, on vous montre que c'est accessible et que vous avez votre place. Du coup, j'aimerais savoir quels sont toi tes prochains projets, ceux dont tu souhaiterais nous parler, tes projets pro ou perso avec dans le Web3. Alors, premier projet sur lequel je bosse maintenant depuis 8 mois, donc c'est la sortie d'un jeu mobile Web3 à impact positif sur l'environnement. Donc, on revient sur le gaming et en plus, tu arrives à le corréler avec l'écologie, génial.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment mon main project. À côté de ça, je bosse en tant que CMO, on dit comme ça. Enfin, en gros, oui, je bosse, je m'occupe de enfin, l'organisation marketing et growth d'un autre jeu mobile. Encore toujours dans Mais le un peu gaming. voilà. Mais par contre, avec du coup des mécaniques de jeu différents, et on se rapproche plus d'un Clash of Clans, si on peut dire ça. Et puis, mais voilà, c'est ce que je fais. C'est suffisant, c'est mes 3 points d'activité. Ça me prend tout mon temps pour le moment. J'ai pas entendu le dernier projet. Mes réseaux sociaux. D'accord. Où Ouais, bah j'essaie c'est quand du même taf, hein. d'enregistrer. Ouais, c'est pour ça que je suis pas ultra régulière. J'aimerais bien être un peu plus régulière, mais faire plus d'interviews, développer un peu plus ma chaîne YouTube, etc. C'est des Ah choses bah, que je trouve que j'apprécie déjà sur vraiment YouTube, faire. t'es pas mal, tu fais pas mal de contenu, hein. En plus, récent, là, j'ai encore vu des trucs. Merci. Mais voilà, plus de formats un peu longs. Mais ouais, c'est vraiment là mes 3 projets et puis rentrer à Dubaï et explorer encore l'écosystème. Ah oui, parce que on n'a pas précisé, mais toi, t'es basé à Dubaï. Ouais, Mais je voulais je suis basée savoir à Dubaï. juste si on peut un peu plus détailler rapidement hein, parce que moi tu m'as montré un petit peu, mais pour essayer que des personnes puissent comprendre, tu as parlé pour ton projet principal là, le jeu. Ça Ouais, consiste en quoi? Parce que là tu parles de donc c'est un jeu, mais qui est développé sur la blockchain. ouais, exactement. En fait, c'est ça. Oui, effectivement, c'est vrai que ça paraît super vaste, un jeu blockchain, ça paraît quoi et tout. En fait, dans le gaming, ce qui est intéressant, et je sais pas si vous êtes joueur ou pas, mais c'est que tu joues. Et en fait, tout ce que tu as, tes skins, etc., quand tu as tes avatars, etc., ça t'appartient pas vraiment. Ça appartient au jeu. Et en fait, tu as des énormes économies quand tu regardes tous les jeux Dofus, etc., League of Legends, etc. Il y a des milliards d'euros qui transitent dans ces jeux-là. Et en fait, ça revient très peu, voire pas du tout aux joueurs. Et ce qui est intéressant dans le gaming Web3, on va dire, c'est que le joueur récupère son ownership. Donc, par exemple, nous, très concrètement, l'application, c'est que le joueur va jouer à son jeu. Moi, je fais une sorte de Tamagotchi pour les arbres. Et donc, il va jouer avec son arbre. Donc là, il peut faire que jouer. Mais l'arbre lui appartient vraiment. Et donc, si à un moment, il veut le revendre sur une marketplace, parce que, je sais pas, c'est un arbre une édition limitée, etc., il pourra le revendre. S'il veut rajouter des décorations, ces décorations lui appartiennent vraiment, qu'il pourra aussi revendre et échanger. Si jamais on fait un partenariat avec une marque écolo qui veut avoir des assets dans le jeu, bah, en fait, une fois que c'est acheté, ça appartient vraiment au joueur. S'il y en a 10, il y en a 10, et après, il pourra le revendre, etc. Et créer une économie un peu interne à tout ça. Donc ça, c'est cool. Et puis, on a aussi créé une économie. Donc ça se fait beaucoup dans les play and earn. Je précise play and earn. Euh, Tu joues et en fait, tu peux récupérer une partie des bénéfices, on va dire, générés par le jeu sous forme de token. Donc, en gros, moi, dans mon jeu, on aura un token. Donc, un token, c'est une crypto-monnaie, mais ça n'a pas de vocation financière directe. C'est la crypto du jeu. Le joueur pourra en gagner et puis ensuite, selon sa valorisation sur le marché, il pourra potentiellement échanger quelques-uns de ces tokens contre j'allais dire du vrai argent, mais contre du dollar ou des choses comme ça, directement. D'accord, c'est super intéressant et même si moi je suis pas hyper familière non plus avec l'environnement du gaming, je vois totalement ce que tu veux dire quand tu as des jeux même pour les enfants où tu vas payer à chaque fois des accessoires, des petits trucs, des machins et ça c'est payant et du coup bah ça fait de l'argent pour l'éditeur du jeu mais là du coup en fait l'utilisateur qui est censé être le client qui est censé être le consommateur, bah il devient aussi je sais pas actionnaire et il gagne de l'argent aussi grâce au jeu donc c'est trop bien. Mais ouais, vraiment, c'est ça, c'est génial. Et en fait, ça récompense les personnes qui jouent énormément, qui sont vraiment investies dans le jeu, qui aident la communauté, etc. Il y a aussi le concept d'un learn to earn qu'on va développer dans le jeu. Donc, learn to earn, c'est apprendre et gagner de l'argent grâce à ça. Et en fait, par exemple, on va demander à des causes écologiques, des associations, etc., de nous sponsoriser pour éduquer un peu les personnes sur des sujets écologiques et potentiellement mettre en avant un projet. Donc, en fait, faire de la publicité. Sauf que l'argent va transiter directement de l'association vers l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va s'éduquer, va pouvoir passer 5-6 minutes par jour à apprendre sur un sujet spécifique et va être rémunéré pour ça. Et donc là, du coup, tu as c'est une cette partie incentive écologique, énorme. d'accord. C'est génial. Hein. Voilà, c'est parti écologique, mais d'ailleurs, tu peux avoir des learn to earn sur des exchanges, par exemple Binance ou Coinbase. Et donc là, en fait, tu peux en apprendre davantage sur des sujets
crypto-monnaies et gagner des tokens de leur projet. Donc tu pourras ensuite échanger contre de l'argent. C'est d'ailleurs une petite astuce si tu veux gagner des cryptos gratuites. Voilà, tu passes 1 heure par jour à faire du learn to earn et tu gagnes des cryptos gratuites et tu peux ensuite commencer à les trader. C'est super intéressant. Et là, tu vois, on est en train de changer, on est en train de transformer des modes de consommation où tu étais juste un client voilà, qui donne son argent à une personne qui devient un ambassadeur carrément et qui peut gagner de l'argent et qui peut s'investir dans un projet. Donc, c'est génial. J'ai trop hâte que ce jeu sorte parce que j'ai voulu me mettre un peu à tester quelques jeux. Donc, j'ai demandé à une copine et tout des noms. Et en fait, il fallait avoir une Nintendo, machin et tout. Et toi, tu m'as dit jeu mobile, donc ça me va nickel, comme ça je vais pouvoir me familiariser et ça c'est accessible pour tout le monde en fait. Exactement. Et en plus, il y a des parties free-to-play, donc c'est-à-dire que tu peux jouer gratuitement sans forcément avoir un NFT ou des choses comme ça. Enfin, tu auras un NFT, mais tu ne seras pas au courant. Et après, voilà, donc tu peux commencer à jouer sans forcément mettre de l'argent directement. Bah ouais, en fait là t'as ton smartphone et tu l'utilises pour jouer quoi. Et en fait, Exactement. Ce sera disponible sur quel store? Alors, Android, et je croise fort les doigts pour que ça soit disponible sur iOS parce que Apple Store est assez réfractaire à tous ces systèmes de NFT, blockchain gaming. En fait, ils sont réfractaires non pas parce qu'ils n'aiment pas la technologie, hein, je pense que Apple est assez intelligent pour comprendre les avantages de cette technologie, mais tout simplement parce qu'en fait, ils veulent récupérer des frais. Surtout, enfin, tu sais, c'est leur système monétaire, ils récupèrent 30% sur chaque transaction et ils ne comprennent pas des fois que sur la blockchain, c'est pas forcément possible. Donc voilà. Donc, c'est un peu une guerre bon, j'espère vraiment parce que moi, je me suis emballée et maintenant que je suis passée chez Apple, donc ça va être... En soi, tu pourras y jouer aussi. Tu pourras télécharger là, ça sera peut-être pas disponible sur l'Apple Store, mais en soi... Il y aura toujours des manières. D'accord. Moi, c'est bien. Vous avez trouvé des manières pour hacker le truc, pour contourner le système. Ok, génial. Parce que du coup, maintenant, je suis passée en total Apple. Je suis passée du côté obscur de la force. Non, c'est le côté éclairé parce que c'est vraiment super. Et même sur mon PC, en fait, je suis sur Mac maintenant. Donc, c'est génial. On pourra tous jouer à ton jeu. Donc, on a très hâte qu'il sorte. Et puis, je mettrai les liens dans les notes. Bon, merci beaucoup, Alix. Franchement, c'était génial. J'ai appris plein de trucs. Là, tu m'as fait une formation en accéléré et du coup, je suis plus curieuse de savoir, d'aller me renseigner, de rentrer dans des groupes et d'explorer tout ça. Donc, j'espère que ce sera pareil pour les personnes qui nous écoutent. Et si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, je vous mettrai ton Instagram, t'as dit, et YouTube en priorité. Je mettrai aussi la newsletter parce que elle est fun pour que les gens puissent te contacter. Oui, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je suis vraiment passionnée par toutes ces thématiques-là. J'aime beaucoup échanger et je prends beaucoup de temps d'ailleurs pour échanger avec les personnes qui le souhaitent. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'ai 2 slots réservés par semaine pour justement des personnes qui veulent en savoir davantage ou échanger. Donc je me suis fixé ça maintenant, 2 slots par semaine. Donc si voilà, certaines personnes sont intéressées. Ah génial, 2 heures de disponible. D'accord, génial. Je vais mettre les infos comme ça. Si n'hésitez pas, hein, quelqu'un qui vous propose comme ça de son temps, c'est inestimable. Donc si vous êtes chaud. Let's go, il n'y a plus qu'à. Merci, Alix. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.